Bonjour à toutes et à tous. Good morning, everyone. C'est toujours un plaisir de revenir au FEIA. C'est une collaboration qu'on a depuis plusieurs années, notamment grâce au soutien extraordinaire du secrétaire à la jeunesse du Québec, que je tiens à remercier. Et pour discuter aujourd'hui, on va précisément, en fait, se concentrer sur les jeunes entreprises en croissance et ce qu'on appelle la vallée de la mort, qui est une période particulièrement difficile pour les jeunes entreprises. On vise la période de 2 à 5 ans. Que ce soit des enjeux de commercialisation, d'internationalisation, évidemment, de levée de capital de risque. Vous verrez que les défis ne manquent pas et on est dans un contexte également très particulier. Pour ça, j'aurai la chance ce matin de vous présenter 5 points de vue extraordinaires, mais surtout très complémentaires. Je suis accompagné donc de Jamie Savage from the Leadership Agency. Thank you for being with us, Jamie. Nivata Balendra de la jeune compagnie Dispersa. Serge Beauchemin d'AQC Capital. Geneviève Tanguay d'Ange Québec et Pascal Archambault d'Innovia Capital. So, let's jump right into it. Ma première question sera pour une personne qui vient d'ailleurs de réaliser une ronde de financement et de la closer, donc félicitations pour ça. Nivata, on aimerait donc avoir ton point de vue sur les défis non seulement auxquels tu fais face, et aussi sur le processus de levée de fonds et est-ce que ça a été difficile ou non? Oui, merci Pierre. Donc oui, on vient de fermer notre ronde de financement, le pre-seed, pour 3 millions. Mais ça nous a quand même pris assez de temps pour lever ces fonds-là pendant cette crise économique. Je dirais, vu que c'est notre première ronde de financement et qu'on est dans un secteur assez niche de bioproduits ou économie circulaire, c'était quand même difficile de trouver un match entre ce que nous sommes en train de construire et le profil d'investisseur qui est prêt à investir à ce stade-là. Donc, je pense que c'était vraiment une question d'alignement et aussi, ça nous a pris quand même plus de temps pour la période de diligence avec le besoin de fournir plus de documentation et de vraiment aller étape par étape pour développer cette relation et puis pour gagner l'investissement à la fin. Je pense que pour nous également, c'est une question de étape par étape. On est en train de faire le scale-up de notre processus. Donc, naturellement, d'aller de milligrammes à grammes à kilogrammes, c'est toute une étape, tout un processus. Et pour nous, d'avoir plus de clients, on a besoin de fournir des kilogrammes pour qu'ils puissent tester dans des formulations, pour qu'ils développent des produits. Mais sans ce produit-là, on ne peut pas gagner plus d'investissement. Je vais dire en anglais, c'est vraiment comme une chicken and egg situation. Parce que souvent, on se trouve qu'on doit développer le produit pour gagner les commandes, l'intérêt des clients. Mais à la fin, pour gagner cet intérêt du côté client, on a besoin d'investissement aussi pour développer de façon mature nos technologies. Donc, je pense que là, c'était le principal enjeu. Mais ce qui est vraiment cool, c'est on a pas mal un écosystème assez riche d'investisseurs qui connaît tous ces enjeux-là. Et on a un investisseur pour tous ces secteurs niches. Donc, dans notre cas, on a quand même trouvé des gens qui ont vraiment répondu à ce risque, qui ont bien compris c'est quoi que nous sommes en train de construire et qui sont prêts à mettre de l'argent à ce stade-là pour nous faire avancer, qu'on puisse produire plus de matériaux et puis d'avancer avec les discussions clientèle. Et puis, d'ici un an, on va avoir plus de revenus et puis on va lancer une prochaine ronde de financement. OK. Bon, ben, je te souhaite le meilleur pour ça. Serge, tu as connu ça également. Tu as fondé l'entreprise 3 sortes en 87 et tu es passé à 85 millions de revenus en 2004. En quoi ça a été un enjeu pour toi, le financement justement à l'époque, pour financer ta croissance?
Ben, c'est une bonne question, puis il faut aussi se remettre dans le contexte. En 87, c'est une autre époque, c'est un autre siècle, ça trahit mon âge également. Mais je dirais que ce qui est important de se rappeler pour ma société, c'est que bien qu'on œuvrait dans le domaine de la technologie, on ne faisait que de la revente. On achetait à gauche, on vendait à droite. Alors, c'était relativement simple comme modèle d'affaires, et malgré que sa simplicité, le financement était extrêmement difficile à trouver parce qu'on n'était pas propriétaire de technologie, on n'était pas dans des actifs immobiliers, on n'était pas dans du IP. Alors, les financiers nous disaient tout simplement, ben, on n'a rien comme garantie pour vous prêter de l'argent et cherchez pas de capital de risque en 87 ou 90 là, pour des jeunes pousses technologiques, ça n'existait juste pas. Alors, ça a été pour nous une épreuve complexe que de financer la société. On a commencé nos premières sources de financement, ça a été des cartes de crédit. Alors, on s'est rendu compte que c'était facile d'obtenir des cartes de crédit. Alors, mon partner et moi, on s'est abonnés à 6-7 cartes de crédit. À 2, ça en fait 14. À 4-5 000 par carte de crédit, vous devinez qu'on s'est ramassé avec 50 à 80 000 de crédit relativement facilement. Et parce qu'on les payait vite, nos cartes de crédit, ben, c'était facile d'ensuite de lever une première marge de crédit bancaire, 15 000 $. Et à l'époque, il existait des grants, là, des bourses du gouvernement pour les jeunes entrepreneurs. On a réussi à lever une bourse de 25 000 $. Cette bourse-là a permis d'augmenter notre marge de crédit avec la banque. Et du coup, ça nous a permis d'avoir de la crédibilité. Hein, crédibilité, c'est dans le même range. Alors, on a eu de la crédibilité aussi auprès de nos fournisseurs qui ont augmenté leur marge de crédit d'opération avec nous. Bref, le crédit qu'on a obtenu de façon, je dirais, très entrepreneuriale a permis à l'entreprise de financer sa croissance rapidement. Et du coup, on a pu doubler facilement nos ventes année après année jusqu'à un seuil assez intéressant. La conclusion de tout ça, je dirais qu'à la base, pour une start-up, le financement, c'est un élément clé. Si j'avais recommencé ma vie d'entrepreneur, je passerais beaucoup plus de temps à bien comprendre les rouages du financement, puisque ça fait partie d'une composante essentielle du succès. Un peu comme le talent est un rouage important du succès d'une entreprise. Il ne viendrait pas à la tête d'aucun entrepreneur de dire, you know what, I will not take care of my people. I don't care about people. I just care about my business. People are an important component of your business. Financing is also an important component, and too often entrepreneurs ignore that. They just don't take care of that knowledge, and they come into their reality without that knowledge. So if I would restart my life as an entrepreneur, I would get more knowledge about financing. That's my first conclusion. L'autre point que j'apporterais, c'est évidemment je dirais, le constat réel du paradoxe du financement. Quand l'argent est trop facile, c'est un peu comme quand la vie est trop facile, on ne donne pas le meilleur de soi-même. Ben alors, il y a quelque part dans le financement, c'est une condition essentielle au succès, mais si ce financement-là est trop facile à obtenir, on se ramasse à peut-être socialement financer des entreprises qui mériteraient peut-être pas d'être là où elles sont. Et certainement, comme entrepreneur, quand c'est trop facile, c'est comme s'il n'y avait pas cette épreuve initiatique qui vous permet de développer vos skill sets pour ultimement réussir. Parce que pour réussir le chemin difficile et complexe de l'entrepreneuriat, il faut comme des épreuves initiatiques et ces épreuves-là doivent arriver au bon moment dans votre vie pour développer vos aptitudes à bien gérer, je dirais, les différentes éventualités qui vont être causées par ces initiatives-là ou ces initiations-là. Alors, si le financement est trop facile, c'est pas mieux. Si le financement est trop difficile, c'est pas mieux. Alors, c'est difficile de doser ce mariage ou cet équilibre entre la difficulté d'obtenir le financement et la facilité ou la difficulté qu'on a de réaliser son plan d'affaires. Alors, je suis un peu dans cette position. Et si j'étais un homme d'État, je vous dirais que j'aurais beaucoup de difficultés à trouver cet équilibre. Je suis un entrepreneur, alors évidemment, je vais vous dire, plus on est capable d'avoir accès à du financement, plus on aura des entreprises qui vont s'essayer. Et dans celles qui vont s'essayer, il y en aura évidemment un plus grand nombre qui auront du succès. Alors, peut-être que j'ai la foi et je suis un éternel optimiste. Alors, peut-être que c'est une bonne idée que de les financer plus facilement en espérant que la loi du nombre va nous donner raison. Merci, Serge. So Jamie, Serge just talked about the people. Mm-hmm. We know that in Canada right now, we are facing a labor shortage. We have many issues finding the right people. And of course, since the workforce is so scarce, companies battle over salaries and startups sometimes cannot cope with that. So can you tell us how would you help them scale and compete with larger brands? Mm-hmm. So it's interesting that, you know, right now, for example, we're facing, you know,
economic volatility that is in the past few months perhaps given us some sense of relief that maybe this labor shortage is over, maybe temporarily. And the truth is that it's not. I mean, even a study done by Randstad recently predicted that there will be a shortage of 85 million workers all over the world by 2030. So maybe temporarily there's this relief or maybe a deep breath that we can all take, but that's not even the case. There's this misnomer that recruitment has all of a sudden become really easy because there's more people in the job market. And the truth is, as we sit here today, even in this very moment, more and more companies will announce layoffs. So it does somewhat feed that perception that there's a lot of top talent in the marketplace, which there is, and that's not going to change until things on that other side of the equation change. But it doesn't make things easier when it comes to attracting top talent. And I say all that to say because one of the studies that I found most interesting done is actually a report on a study done by Entrepreneur Magazine of the people that they studied and surveyed. 50% of these people plan or wish to quit their jobs in 2023. So even because there's this tight job market right now, there's a lot of laid off people or a lot of people impacted by layoffs, people are still planning to quit their jobs. And I think it's really important that we look at that data, the data in which this is telling us. And again, I'm saying all these things and you're thinking, well, this is good. This actually is going to help people compete for talent. But really, what we're learning from this is that the top 3 reasons people are wanting to or are quitting their jobs are lack of purpose, lack of or no access to great leadership, and a lack of support for well-being. So I think it's really important that we pay attention to that data and what it's telling us, because what it's telling us is how we can compete for talent. In the top 3 reasons, and if I remember correctly, even in the top 5, compensation didn't come up. And what I want to make really clear is that, compensation is table stakes, especially at an executive and a material impact level. When we're looking at compensation, it's a bit more holistic. We have equity, we have things like that we can use to leverage. But really, what I want to make clear is that a strategy leveraging everything else and not compensation is also not a good strategy, because it's an investment of time and it's not a scalable strategy. So you have to be competing for the right level of talent, first of all. That's really, really important. So if we look at all the things that, are like I just mentioned, and we have got the right people at the table to be competing with, there's quite a few things that can be done. And I think that it's incorporating that data. So, I'll focus on executive hires because that's my specialty. But looking at executives like investors, I think is really, really important. As a startup and, a small business, and when you typically have a founder or even their investors leading that recruitment strategy early stage, what you have is access. Access is incredibly valuable to executives and to leaders in the marketplace, because people want to know what their investment is what opportunity they have with their investment. And as leaders, their investment is their time and their expertise. So when you're invested financially, you want a return on that investment. That's a no-brainer. But when you're an executive and a leader and looking to join a company, you're investing your time, you are investing your expertise. And when you're connected, whether it's emotionally or whatever it is, you want to contribute. You want to grow that business successfully. So changing that mindset and giving them access. And I think that that's, sometimes easier said than done, because when you're a startup or you're a small business, a lot of those things haven't been ironed out yet. It's really easy to talk about, a culture. You want to join a culture of a company. You want to join a good culture. You want to, have access to purpose and contribute to that. But in a lot of cases, that's not ironed out yet, but that is also an advantage. So you have to share that. The strategy here is authenticity, because company culture really is actionable. It's not aspirational, right? So people want to know exactly what the
the current status is and what the goals of the company are. They want a return on their investment and they want to know how to contribute. So what they're looking for is purpose. They're looking for, a sense of well-being, what that investment has been or will be into employee well-being, the teams that they're going to build. It's not just about them. It's about how are they, as material impact leaders and the investors of the company and the founders going to help them support and grow their teams to help them build a successful company. So I think looking at, potential hires as potential investors in your organization. OK. Thank you, Jamie. Justement, Jamie vient de parler d'investissement. On a parlé un peu de capital de risque. Geneviève, certaines personnes ne le savent pas, mais il y a des cycles dans le capital de risque. Où on est rendu aujourd'hui? Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Peut-être pour présenter là, où est-ce qu'on en est en termes de 2023. Donc, pour ceux qui suivent un peu l'industrie du capital de risque, c'est une industrie qui est cyclique. Donc, actuellement, on se rappellera des années 2000, 2001, 2008, 2009. Nous sommes clairement dans 22-2023. Pourquoi? Parce que nous étions dans un contexte de forte croissance depuis 2008. Une année, Serge, tu l'as vécu, exceptionnelle d'activité de l'investissement l'année dernière. Le nombre de projets, la taille des investissements, les valorisations qui étaient exceptionnelles, les sorties. Bref, c'était un marché de haute ébullition. Quand on parle du renversement du marché du capital de risque, là, on parle de 6 mois, 9 mois, 3 mois. Donc, on est vraiment dans un recul qui est très important. Et là, on ne parle pas des stades seulement qu'on appelle late stage, que Innovia couvre, là, des séries C et plus. On parle vraiment, ça descend jusque dans notre jargon au seed et au pre-seed. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de volumétrie? Ça veut dire un recul de 50-70 %. Donc, quand on parle d'un changement de tendance, elle est très importante. 2022 demeure une très, très bonne année en termes d'entreprises financées de ronde, mais 2023 est un contexte très différent. Donc, l'entrepreneur, et puis Dispersa est passé à travers ce contexte-là dans les 3 derniers mois, doit comprendre la réalité des investisseurs, comment ça influence leur processus de levée, quel type de processus de vérification diligente. Donc, les processus de vérification diligente sont plus longs. Pour les entrepreneurs qui actuellement rencontrent les investisseurs, ils nous disent au mois de septembre, je ferai une ronde de série A avec Innovia. Si la relation n'est pas établie, je peux vous garantir que les rondes en 8 semaines de cadence, on ne connaît plus ça. Donc, la durée pour préparer sa ronde, la profondeur de la vérification diligente, la conversation sur, je dirais, les cores ou les métriques que cette entreprise-là va démontrer. Un sujet qui revient grandement actuellement dans le top au niveau, et puis tu l'as bien énoncé tout à l'heure, c'est comment balancer le développement de sa technologie, la profondeur, sa différenciation, mais démontrer sa conversion client, être capable de faire pivoter ses projets pilotes en clients payants, son customer acquisition, donc la conversation de conversion vraiment du client devient très importante dans les conversations avec les investisseurs et la composition des équipes, pour revenir à Jamie qui nous parle de l'importance de la composition des équipes. Je peux vous dire que dans le contexte actuel de la levée de fonds, il n'a jamais été aussi impératif de voir dans les qualités des fondateurs la capacité de résilience, de pivoter, la rapidité d'exécution, d'intégrer le feedback, d'être capable de revenir à ses investisseurs. Bref, la composition des équipes demeure un sujet clé. Il faut savoir, par exemple, qu'au stade de pre-seed, donc pour revenir à Dispersa, 70 % de la décision d'investissement est qualifiée sur la composition et la qualité de l'équipe, alors que la technologie va demeurer un élément important, mais nous savons qu'à ce stade, la technologie va faire des pivots, va évoluer. Certes, on va s'assurer de la composition du marché, mais c'est vraiment le core de l'équipe qui va faire une grande différence à ce stade-là. Eh bien, merci Geneviève. Clairement, on sait qu'on va rentrer dans des mois difficiles, mais il y a comme des motifs d'espoir. Pascal, de ton côté, vous avez 3 axes chez Innovia. Puis j'aimerais que tu expliques pourquoi vous avez choisi ces axes-là et évidemment l'importance notamment du mentorat que joue chez les fonds auprès des jeunes entrepreneurs.
Oui, définitivement. Geneviève en a parlé. On a vécu des années qui étaient exceptionnelles dans les 2 dernières années. Puis là, on est dans un environnement qui est différent, plus difficile, beaucoup plus challengeant pour les entrepreneurs. Donc, Innovia, en termes de priorité ou stratégie, comment on veut supporter nos entreprises en portefeuille là-dedans? Une de nos premières priorités, c'est vraiment s'assurer que nos compagnies sont bien capitalisées. S'assurer qu'ils ont 24, 36 mois de runway, comme on dit dans le jargon, pour être sûr qu'ils sont capables d'exécuter sur le plan. Ça a voulu dire aussi recalibrer les plans, balancer la croissance, la profitabilité également. Des fois, prendre des décisions aussi qui étaient plus difficiles en termes d'équipe. On a parlé de layoff, justement, d'avoir la bonne structure en place. Ensuite, on va revenir au thème, mais c'est l'équipe, d'avoir la bonne composition d'équipe en place, la bonne équipe exécutive qui a la bonne expertise à table pour justement pour exécuter sur ce plan-là. Donc, Innovia veut accompagner aussi là-dedans, d'être capable d'identifier où sont les manques, où trouver la bonne expertise également. Puis aussi accompagner avec notre équipe, justement bonifier avec nos aviseurs, nos entrepreneurs en résidence qu'on a, puis notre réseau, puis le mentorat au-delà vraiment de cette équipe-là pour être bien entouré puis d'avoir une expertise qui est profonde puis diverse. Finalement, aussi, un thème qu'on parle beaucoup aussi chez Innovia, c'est créer de l'optionnalité. On sait que c'est des moments difficiles pour les compagnies qu'on a déjà en portefeuille également. C'est d'amorcer des discussions avec des gens stratégiques, des relations de confiance en amont, parce qu'on le voit que nos compagnies en portefeuille, c'est plus difficile, puis des fois d'être pris avec des termes très difficiles à table, avoir des décisions entre prendre ces termes-là, terminer la compagnie, mettre la clé dans la porte, c'est vraiment pas des décisions qui sont faciles à prendre. Donc, avoir de l'optionnalité, même si on veut pas nécessairement avoir un exit tout de suite, avoir cette carte-là en poche, puis développer des relations de confiance, c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous, chez Innovia. Puis on l'a vu quand on fait un post-mortem sur qu'est-ce qui sont les histoires de sortie qui ont eu du succès. Plusieurs d'entre elles, c'est où est-ce qu'il y a eu de l'optionnalité qui a été créée en amont avec des partenaires stratégiques. Il y a aussi un point assez intéressant en ce moment avec le contexte, puis feel free to jump in if you want, because we're going to talk about how it's tough to get institutional financing because of the interest rate and everything. But justement, avec le contexte, avec les taux d'intérêt, le financement qui devient très cher au niveau institutionnel, est-ce que finalement, c'est peut-être pas les fonds fiscalisés qui vont prendre toute la place pour le capital de risque dans la période qui est la plus difficile parce que c'est peut-être plus dur aussi pour le venture cap de rentrer? Comment vous voyez vraiment la source de financement numéro 1 dans cette période-là pour les jeunes entreprises en croissance? Je peux débuter par rapport à ça. Je pense que oui, il y a du capital qui va être plus patient. Les venture capitalists vont prendre plus de temps, vont vraiment focuser sur la profitabilité, mais il y en a du capital. Il reste quand même beaucoup de dry powder pour les entrepreneurs. Donc, c'est sûr qu'on va prendre plus notre temps. Encore une fois, c'est plus la croissance à tout prix. On va vraiment regarder le core, on va valider l'équipe, on va valider l'expertise et tout ça. Mais il reste du capital en capital de risque. Il y a beaucoup de dry powder qui a été élevé. Donc, je pense vraiment que le capital de risque au niveau très early, comme Geneviève le fait, qu'au niveau Innovia, earlier stage venture et croissance, il demeure du capital de risque. C'est absolument vrai. Donc, il faut savoir que la différence entre le cycle de 2022-2023 et le cycle de 2008, c'est qu'on n'est pas bien qu'il y ait une instabilité sur les systèmes bancaires américains, on n'est pas dans une crise financière au niveau canadien. Donc, les fonds qui sont présents en pre-seed, seed, sont très présents, bien capitalisés. Les fonds ont été ce qu'on appelle en contraction. Donc, les nouveaux fonds, les nouveaux gestionnaires, et Serge, tu en es un, ont vécu une certaine contraction. Pourquoi? Parce qu'ils se sont occupés de leur portefeuille, ils ont réinvesti, choisi, compris qu'est-ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait des extensions qu'on appelle des financements internes, mais ils vont recommencer à déployer parce que tout nouveau fonds qui a été récemment capitalisé peut prendre une certaine pause, 3-4 mois pour recomprendre sa stratégie, restabiliser sa vision, mais certainement va revenir à déployer son capital. Alors, ce qu'on s'attend à voir, c'est une contraction. La question qu'on se pose, c'est combien de temps elle va durer, mais on s'attend à voir toute cette nouvelle génération-là de fonds-là, Serge, qui a été fundé dans les 2 dernières années à être très actif. Alors, pour moi, le rôle du capital de risque va demeurer important sur le volet canadien. Je ne m'attends pas à avoir une sortie de ces joueurs-là comme on l'avait vu, par exemple, en 2008 dans certains secteurs, notamment des sciences de la vie. Serge?
Ouais, ben, j'abonde dans le même sens. Nous, chez OQC Capital, c'est un fonds de 2 ans et pour l'information générale, là, un fonds d'investissement, ça a une durée de vie de 10 ans, a une période d'investissement de 4 ans. Donc, les 4 premières années, c'est la période où on choisit les entreprises avec lesquelles on va travailler sur le terme de 10 ans. Forcément, ce temps-là étant limité, ben, on ne pourra pas s'asseoir sur notre chaise et attendre que la vie reprenne, entre guillemets. Il va falloir provoquer les choses. Alors, Geneviève a bien raison. On prend une pause, entre guillemets, on est un peu plus sélectif. Et ça va peut-être changer la culture aussi de la sélection de nos deals ou de nos investissements. Mais définitivement, on n'a pas le choix. Il faut déployer les capitaux. Parce que si on les déploie pas, on peut pas générer de rendement. Si on peut pas générer de rendement, on n'aura pas de prochain fonds, puis l'histoire va se terminer là. Alors, on a une contrainte existentielle qui est celle de déployer des capitaux et de générer des rendements sur ces capitaux. Forcément, c'est la nature de notre business. Alors, il va falloir les déployer, ces capitaux-là. Peut-être que le changement de stratégie va s'appliquer sur la sélection, mais il y a encore des capitaux et j'ai encore, dans mon cas, plusieurs dizaines de millions de dollars à déployer dans l'économie québécoise, des startups. Alors, définitivement, si vous cherchez de l'argent, venez nous voir, on en a à déployer. Ben, écoute, j'espère que l'appel va être entendu. Tu vas recevoir une coupe de courriel, à mon avis, après le panel. On disait tantôt avec Pascal que la culture du capital de risque est quand même relativement jeune au Québec, peut-être même au Canada. Est-ce qu'aujourd'hui, où on est rendu en termes de capital de risque, au Québec, au Canada, on est rendu à peu près au même niveau que les Américains? Qu'est-ce qui nous manque pour éventuellement y arriver? J'aurais envie de répondre rapidement, puis je vais laisser Geneviève qui œuvre dans cette industrie depuis longtemps compléter ma réponse. Mais j'ai envie de vous dire spontanément qu'on est plus jeune, hein, qu'on a atteint un certain seuil de maturité et qu'on se compare très bien au marché américain en termes de compréhension de l'industrie, les façons de faire, les best practices et ainsi de suite. Ce qui nous distingue beaucoup, par exemple, des États-Unis, c'est l'abondance des capitaux. Hein. C'est pas compliqué. Si vous aviez 100 millions dans votre portefeuille individuellement ici aujourd'hui dans la salle et que je vous demandais de mettre 500 000 dans sa compagnie ici, ce serait une décision relativement facile. 500 000, 100 millions de capital, let's go, je vais prendre un bet. Si vous aviez 1 million de capitaux à investir, je vous demandais d'en mettre 500 000 chez eux, c'est une décision que vous auriez beaucoup plus de difficultés à prendre. C'est pas un rapport de maturité, c'est un rapport de fait entre cette abondance de capitaux et la capacité d'endurer les risques qui vient avec. Comme société, le Québec, le Canada, c'est pas une société aussi riche que l'a été dans les 10-15 dernières années, la Silicon Valley, par exemple, ou la côte est américaine, le Boston, New York. Alors forcément, quand on se compare à ces gens-là, puis on les voit prendre des risques de fou partout avec des coûts de 500 000, 1 million, 2 millions, on se dit, oh mon Dieu, c'est bien plus facile de leur côté. C'est pas plus facile. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'appelés là-bas, peu d'élus, pareil comme ici, mais que les chèques semblent tellement plus faciles, mais il y a une abondance de capitaux qu'on n'a pas encore ici, et donc on n'est pas encore assez riche pour investir de façon, je dirais, de façon moins considérable, avec moins de considération. Mais ça va venir, c'est une question de temps. Je pense que cette maturité, ce financement-là, cette abondance de capitaux privés, je dis pas public, hein, il y a beaucoup d'argent au public, mais je parle au privé, là, quand les gens vont être plus nombreux à avoir des capitaux à consacrer à cette classe d'actifs qui s'appelle les startups, ben on va voir aussi une comparaison plus adéquate ou plus avantageuse du Québec avec le reste de l'Amérique du Nord. C'est mon point de vue en passant. Oui, Geneviève, vas-y. Puis Pascal pourra certainement nous parler un peu du contexte parce qu'il vient sur le marché américain et canadien. Donc ça, je vais lui laisser certainement cette partie-là. La maturité de l'écosystème vraiment de la start-up a évolué de façon exceptionnelle, de la qualité de sa science, de l'écosystème. Donc ça, je pense qu'en termes de positionnement, on le sait en AI, Montréal s'est positionné même devant des marchés tels qu'Israël et etc. Donc, on a vu vraiment l'évolution de la maturité, de la qualité de la start-up, de l'écosystème et ainsi de suite. Sur le volet du capital de risque, et si on prend, par exemple, très, très tôt, si on regarde les groupes d'âge du côté de Boston, on va avoir une vingtaine de groupes d'âge.
une maturité, je pense, un peu plus profonde dans la génération des groupes d'âge du côté canadien et québécois. On est vraiment dans notre deuxième génération. On est en train de construire des histoires à succès, des sorties dans certains secteurs. Par exemple, le secteur de la FinTech est un secteur qui est en train de prendre une belle maturité du côté de Montréal, également au niveau de l'intelligence artificielle. Ce qui nous manque au niveau canadien, ce sont des fonds d'envergure qui sont capables de faire des séries importantes. Donc, en seed et à des stades un peu plus early stage, on commence à être très bien capitalisé sur le volet canadien. Mais ce qui nous manque, par exemple, c'est des joueurs d'ampleur qui peuvent faire des séries, donc des fonds vraiment de taille, comme Innovia en est un, mais dans certains secteurs, notamment sur le volet de la medtech et d'autres secteurs. Oui, c'est un très bon point, puis c'est vraiment ce qu'Innovia essaie de faire. Tu sais, je pense qu'Innovia, c'est plus de 15 ans d'existence. On a débuté avec un fonds qui était seed des séries A, puis plus récemment, il y a à peu près 5 ou 6 ans, on a développé la partie croissance pour justement accompagner les entrepreneurs de la série B et plus dans du capital de croissance, qui était vraiment un créneau qui avait un petit peu moins, surtout au niveau des fonds privés. Nous, ce qu'on a vu beaucoup au niveau de la différence entre le Canada et les États-Unis dans les dernières années, justement, on a vu beaucoup de gros fonds américains venir jouer dans nos plates-bandes, entre guillemets, puis justement mettre des termes, des valorisations très, très, très attrayantes sur le marché. Puis on les voit justement maintenant se retirer tranquillement du Canada puis avoir un petit peu plus de discipline. Mais c'est sûr que avec des entrepreneurs qui sont, oui, canadiens, mais qui ont une exposition aux fonds américains nécessairement, sont encore exposés à des valorisations qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus de capital. Donc, il y a toujours un disconnect un petit peu entre le Canada et les États-Unis. Puis ça revient encore une fois à la profondeur du marché du capital qu'on a. Donc, en termes de maturité, je dirais qu'au Canada, on a des bons fonds. On n'est pas tout jeune encore, mais c'est sûr qu'on n'est pas encore au niveau des États-Unis. Donc, c'est sûr que la profondeur de marché, la profondeur d'expertise des fonds très, très, très spécialisés, on en a dans certains secteurs, mais c'est pas nécessairement au niveau des États-Unis. Mais je pense qu'on se développe tranquillement vers avoir plus de capital, puis se développer un petit peu plus dans le créneau de croissance également. Si vous me permettez, pour faire du chemin sur ce que je disais tantôt en termes de masse de capitaux, pensez à des sociétés comme Google aux États-Unis, Facebook, pensez à Apple, pensez à ces grandes sociétés qui ont littéralement fait beaucoup de corporate venture depuis longtemps. Donc, fait beaucoup d'M&A, beaucoup de transactions, d'acquisitions. Donc, ça crée ça un marché parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ça imprime des milliards par année en profit. Alors, quand tu fais des milliards de profits, tu peux en consacrer des centaines de millions à acheter des jeunes pousses. On n'a pas cette dynamique ici au Canada. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est pas parce qu'on n'a pas la maturité ou la compréhension, c'est parce qu'on n'a pas encore ces sociétés qui ont les capitaux pour faire du corporate venture. Et donc, l'argent ne viendra pas que du public, mais doit venir aussi du privé. Et aux États-Unis, ils ont, pour différentes raisons, ils ont ce corporate venture-là, ils ont cette abondance d'argent qui stimule aussi tout le marché du privé. Ça va venir ici. On a des belles entreprises au Canada, des belles entreprises au Québec. On n'a qu'à penser à Hopper, à Coveo, on n'a qu'à penser à Lightspeed, Shopify. On commence à avoir ce genre d'entreprise-là qui va générer graduellement aussi un flot d'investissement privé qui va stimuler l'investissement privé au Canada et on va rattraper aussi ce retard-là. C'est une question de temps. C'est toute une transition que tu me fais là parce que je voulais justement amener la question de l'innovation ouverte. So, when it comes to open innovation and larger brands investing in young companies, on a vu aux États-Unis que c'était une pratique où même le gouvernement parfois embarquait, comme c'était le cas avec SpaceX, ils ont sauvé SpaceX puis on sait le succès que c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on est capable de faire justement au Québec, au Canada, pour s'assurer que le monde corporate prend plus de risques et aide nos jeunes compagnies, nos compagnies prometteuses à devenir le futur du Québec Inc. ou du Canada Inc.? J'aurais tendance que ça va venir naturellement. Là, quand tu n'as pas d'argent investi, c'est difficile de dire « Hey, investis de l'argent ». Fait que forcément, plus on crée des entreprises qui vont être rentables, qui vont être prospères, qui vont avoir des visions mondiales, plus on va créer cette abondance-là. Je répète, c'est une question de temps et de foi. Je pense qu'ici, il faut avoir cette foi qu'on va y arriver, puis qu'on va créer ce type d'entreprise-là. Et c'est certainement pas que le rôle de l'État que de financer ça ou de promouvoir ça. Mais définitivement que si on passe à la base, puis on crée des entreprises comme la sienne et qu'on les encourage et qu'on les aide à prendre leur place sur l'échiquier mondial, on va créer aussi de la prospérité globalement. On va créer pas juste des riches, on va créer aussi de l'abondance et de la richesse. Et cette richesse-là, de naturellement, stimulée peut-être par des bonnes promotions et des bonnes valeurs, va créer aussi cette économie circulaire de réinvestir dans nos jeunes pousses, réinvestir localement, créer des jobs pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est une volonté naturelle. Alors, c'est des pays qui ont techniquement cette
cette capacité financière de réinvestir dans leur terroir, créer des économies fortes à long terme. Je pense que le Canada et le Québec particulièrement cultivent ça. Je pense que nos institutions aussi le font bien. Ils investissent dans des jeunes gestionnaires, jeunes pas d'âge mais d'expérience, des jeunes gestionnaires qui vont faire cette différence. On investit dans des jeunes pousses qui font cette différence et il faut avoir la foi que ça va donner des résultats à long terme. C'est ma vision très optimiste et un peu peut-être entrepreneuriale et naïve, mais c'est ça qui a fait ma vie aujourd'hui. Alors, je continue à croire que c'est la bonne façon de voir les choses. OK. Geneviève, as-tu quelque chose à ajouter sur l'innovation ouverte? Mais je pense, d'abord, le système d'innovation ouverte là, est à la base de la création de la start-up. Là, donc, je pense qu'on a terminé les années où on tente de développer certains axes de la technologie qui sont l'idée du smartphone et d'Apple. Je pense que c'est un système qui a été exploré il y a plus de plusieurs années et dans le contexte du développement de la start-up, on voit les modèles se baser sur l'innovation verte. Il n'y a pas d'avantage dans le cycle de développement de la compagnie de tenter de développer des bouts de technologie dans lesquels alors, c'est le Fine Balance Act entre avoir une innovation différenciée, protégée sur certains aspects, par exemple dans la Tesla, qui va être au niveau du système d'alimentation, etc., mais qui va construire sur l'ensemble des autres verticales en partenariat avec des joueurs qui vont être beaucoup plus performants sur l'utilisation et le développement de ces technologies-là. Alors, moi, je le constate dans le développement de la start-up. Je pense qu'on est là comme écosystème. Pour revenir au volet du corporate venture, est-ce que le corporate venture canadien a démontré beaucoup d'agressivité dans le développement de ce modèle-là? Peu. Mais est-ce que les joueurs internationaux sont venus s'installer ici quand on pense à Thales, à ces joueurs-là qui s'intègrent dans les incubateurs, les accélérateurs, qu'on pense au Santec, qui ouvrent des points et qui sont convaincus de la qualité du développement de nos talents, des technologies, de la recherche dans certains secteurs, que ce soit dans le quantique, dans l'intelligence artificielle. Je vois certains joueurs qui certainement privilégient le marché canadien pour son innovation. Okay. Merci, Geneviève. So I have one trick question for every one of you guys right now. If you had just one advice for promising companies, just one advice, something to focus on to make sure that they get through the valley of death, what would it be? And I'm going to start with Jamie. I think it would be one advice, but two parts to the response. I think that I go back to my earlier response of identifying purpose. I think that when you're looking at coming out of the valley of death as an entrepreneur, you're looking at talent and investment, right? You can't do it without people. You can't do it without money, essentially, right? And then you look at the marketing, the market factors, product market fit and so on. But really, ultimately, it comes down to the right people and the right investors and right money. So I think my advice is to identify purpose and to stay true to that purpose and continue to communicate and continue to market that purpose on the talent side and the investment side. I think right now, like I mentioned, people are looking for purpose, and I think investors are looking for purpose because they know people will follow purpose. And I think there's a lot to be said for run rate and average deal size and sales cycles and, really quantifying your business. But that's not what's going to set you apart right now. That's one of many. And I think when we're looking at an age of disruption, which we're in right now, people are looking at how and why you're going to solve that problem and who's going to help you do it. And so I think staying true to your purpose and identifying it early and letting that be your guiding light through this. So thank you, we're done. C'était une excellente réponse, Névateur. Qu'est-ce qui te vient en tête, toi, vraiment, par rapport aux jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs prometteurs comme toi, qui sont dans cette période vraiment de 2 à 5 ans qui est extrêmement difficile? Tu leur dirais de focuser sur quoi? Mais je suis tout à fait d'accord avec Jamie. Donc, juste pour rebondir, I think on my end, the main advice, if I can, or hard-learned feedback, is just plan ahead. I think especially with the economy that we're in right now. We have a lot of supporters here rallying around us, but I think planning ahead is really key in not only getting the support, whether it's from investors or clients or suppliers or partners, but planning ahead also strategically. So when I say that is resource management. So for example, with this
raise. There's only a set amount of milestones that we can get done with X amount of dollars. And as entrepreneurs, I think it's natural to say, the world is my oyster type of mentality, but I think staying focused and also understanding how to manage the resources in an efficient manner that will get us from point A to point B for the next round of funding or the next revenue generation is key. But equally being open to pivots from that plan. And I think out of COVID came a lot of opportunities, and being open-minded to be able to make those strategic pivots and really listen to the market and listen to the client needs. Parfait. Donc, on a le purpose, on a la planification stratégique, être capable de changer, de se retourner sur une scène noire, donc de pivoter. CH, qu'est-ce qui te vient en tête? Je dirais, si j'ai un seul conseil à donner, c'est de se rappeler du fondamental des affaires, que les affaires, c'est d'abord human to human. So business success for entrepreneurs is being able to find a problem among a lot of people and building and bringing a solution to them. So business always been about helping others, always been about putting in place solutions to improve the quality of life of other humans. And entrepreneurs that put their purpose in that direction instead of putting all their efforts in getting richer and focusing on themselves, but people and entrepreneurs focusing their talent, energy on helping others to be better, to grow better, to have a better life. These entrepreneurs have the gift, have what it takes to succeed. Because with that purpose in mind and that focus on others, you're going to bring the best of yourself because you have a significance. How do you say that? Significance? Significance. So you have a purpose in life. You know why you're doing stuff, and you will find the energy and the resources to make it happen. So instead of just focusing on, I want to build a business because I love skateboards, I want to build a business to help others improve their quality of life by skateboarding, let's say. That focus on others and helping others is the key to succeed in entrepreneurs. Geneviève, qu'est-ce qui te vient en tête le marché 2023 va demeurer lent, difficile. Plusieurs entrepreneurs me posent la question, quand est-ce que le marché va repivoter à nouveau? Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ça va durer, mais ce qu'on sait, c'est que la 2023 va demeurer un marché qui est lent. Alors, aux entrepreneurs qui ont déjà levé dans le passé, ça va être un contexte plus difficile parce que les investisseurs, alors c'est le temps de parler à vos investisseurs, de faire des business updates, d'avoir une relation de proximité, d'expliquer votre stratégie, vos écarts. Alors, c'est vraiment le temps de se tenir très, très près. Pour ceux qui vont retourner au marché, là, donc on parle vraiment des rondes subséquentes, faites attention à votre cash management. Assurez-vous de comprendre les milestones, les KPI que vous devez déposer pour être capable de les livrer. Donc, donnez-vous vraiment cette heure-là pour traverser 2023. Pour les nouveaux entrepreneurs comme Dispersa qui viennent au marché première ronde, ça va demeurer un peu plus facile que les entrepreneurs qui doivent revenir. Faites-vous introduire, comprenez, Dispersa a parlé du fit avec vos investisseurs. C'est extrêmement important de comprendre le fit du purpose, le fit de la direction. Donc, vraiment, prenez le temps de vous faire introduire, de développer ces relations-là. Et rappelez-vous que de faire une ronde en 8 à 10 semaines, c'est impossible actuellement sur le marché. En tout cas, de mon expérience sur le marché canadien. Donc, préparez-vous et puis développez de bonnes relations avec vos investisseurs potentiels. Excellent. Pascal, tu as toute qu'une tâche de passer à travers ce qui vient d'être dit, là, donc bonne chance. Exactement. Mais mon conseil, c'était vraiment, justement, je reviens à développer des relations en amont. Geneviève en a parlé, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, que ce soit avec les investisseurs, même si c'est pas pour cette ronde-ci, 9e, on dit souvent, ça se peut qu'on dise non cette fois-ci, ça se peut qu'on dise non 2 fois, mais on va peut-être être là après. Fait que développer des relations en amont, développer des relations avec les partenaires, j'en ai parlé également, avec des banquiers aussi, potentiellement, quand on va être rendu un petit peu plus loin. C'est des relations de confiance qui vont permettre de passer à travers des moments, justement, qui sont plus difficiles, puis de pouvoir aussi investir, d'avoir plus d'informations, de dire ça fait 1, 2, 3, 5 fois que je parle avec cet entrepreneur-là. Quand vient le temps de lever du capital, j'ai déjà cette confiance-là. Je sais ce qu'ils bâtissent, justement, donner des mises à jour, avoir vraiment cette confiance-là avec les gens. Ça revient toujours aux gens. Ça va être vraiment clé.
Écoute, que ce soit pour développer une relation avec toi ou Serge qui a déjà proposé de donner de l'argent parce qu'il en a beaucoup à dépenser. Il y a beaucoup de courriels qui vont être reçus. Mais dépenser, j'en ai beaucoup investi. Investir, exact. Le choix des mots est important. Mais Jamie, thank you. Nivata, merci. Serge, Geneviève, Pascal, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, à l'invitation. Je suis persuadé que beaucoup de gens comprendront un peu plus où on est rendu, ce qu'on est capable de faire pour aider nos entreprises prometteuses. Puis elles aussi de retirer pas mal de vos conseils, j'en suis persuadé. Donc, merci à toutes et à tous. Thank you, everyone. And if you have questions, feel free to come ask. We're going to stay maybe 5 minutes to answer a question on this side. So, Alain?